Maman a envoyé un message texte, ne viens pas au mariage de ta sœur. Nous ne voulons pas de ta négativité là-bas. J'ai fixé le message. La lumière bleue de l'écran se reflétait dans mon café noir. Je n'ai pas eu le souffle coupé. Je n'ai pas paniqué. Dans mon domaine, on apprend à repérer une rupture de contrat instantanément. Ce n'était pas une dispute familiale, c'était une résiliation de service. J'ai pris une gorgée, posé la tasse sur mon bureau en verre et tapé ma réponse avec des doigts assurés, compris. Mais je viens juste d'annuler la réservation du lieu. Sa réponse est arrivée instantanément. 3 points frénétiques dansant sur l'écran comme un rythme cardiaque nerveux. Attends, pourquoi? J'ai répondu une dernière fois, parce que le contrat est à mon nom, mère, et je ne parraine pas des événements dont je suis banni. J'ai retourné mon téléphone face contre table. Le silence dans mon appartement n'était pas solitaire, il était coûteux. Avez-vous déjà dû rappeler à quelqu'un qui payait réellement les factures? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'ai décroché mon téléphone de bureau et composé le numéro de Laurent. Laurent était propriétaire du domaine de l'Orangerie, le lieu dont ma famille se vantait depuis 6 mois. Il a décroché à la 2e sonnerie. Camille, tu vérifies juste les derniers détails pour samedi? Sa voix était joyeuse, s'attendant à une autre confirmation de routine. Pas exactement, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas, je dois retirer mon parrainage du mariage du bois. Il y a eu une pause, un silence lourd et confus. Retirer le parrainage, Camille? Le mariage est dans 48 heures. Le solde final est dû aujourd'hui à 17 heures. Je sais, ai-je dit. Et puisque je n'y assiste plus, je retire ma garantie personnelle et mon assurance événementielle du contrat. Je l'ai entendu taper furieusement en arrière-plan. D'accord. Si tu retires la garantie, la réduction amie de l'industrie est annulée. Cela ramène le solde restant au tarif public. J'ai regardé ma montre. Correct. Cela porte le total dû aujourd'hui à 63 450 €. Je pouvais entendre la panique commencer à s'infiltrer dans son ton professionnel. Camille, tes parents sont-ils au courant de cela? Ils le seront bientôt, ai-je dit. S'il te plaît, facture-les directement. Si le solde n'est pas payé avant 17 heures, tu connais le protocole. Je dois verrouiller les portes, a-t-il fini doucement. Je dois libérer le personnel. Je comprends, ai-je dit. Fais ce que tu as à faire. J'ai raccroché. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais plus légère. Pendant 4 ans, j'avais été les poutres en acier invisibles soutenant un bâtiment en ruine. Aujourd'hui, j'ai juste reculé et laissé la gravité prendre le dessus. J'ai regardé l'horloge sur mon mur. Il était 13h15. Ils avaient exactement 3h45 pour trouver 63 000 €. Je suis retourné à mon tableur. Les chiffres semblaient différents aujourd'hui. Ils ne ressemblaient plus à des obligations, ils ressemblaient à de l'histoire. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas hésité, vous devez comprendre le modèle économique de ma famille. Sur Instagram, les Dubois étaient de la vieille fortune. Ils avaient l'adhésion au country club, le Range Rover en location, et le vaste domaine à la périphérie de la ville. Mais en réalité, ils étaient insolvables. Je n'étais pas seulement la fille aînée, j'étais la financière de l'ombre qui gardait les lumières allumées. Pendant 4 ans, j'avais viré exactement 5 350 € le premier de chaque mois. Ce n'était pas un cadeau. C'était une allocation de style de vie. Cela couvrait les paiements de location que mon père ne pouvait pas faire et les cotisations du club que ma mère refusait d'abandonner parce que, les apparences sont des actifs. Et puis il y avait Chloé. Ma sœur n'était pas seulement une mariée, elle était un produit que mes parents essayaient de vendre. Elle avait 26 ans, était belle et complètement impuissante. Ils l'appelaient une influenceuse, mais ses chiffres d'engagement étaient achetés, tout comme sa garde-robe. Je payais une allocation séparée de 2 800 € par mois pour l'entretien de son image, les relations publiques, la mise en scène et les locations de créateurs. L'objectif était simple, garder Chloé assez chère pour attirer un homme comme Maxime. Maxime était un capital risqueur avec un portefeuille valant des millions. Il était la stratégie de sortie. Mes parents le traitaient comme un ticket de loterie gagnant qu'ils avaient déjà encaissé. J'ai ouvert mon tableur principal. J'ai regardé la colonne intitulée « Investissement cumulé, 245 000 € sur 4 ans ». Les gens demandent toujours pourquoi je suis resté.
Pourquoi j'ai continué à payer pour des gens qui me traitaient comme un secret honteux? Pendant longtemps, je me suis dit que c'était de la loyauté. Je me suis dit que j'étais la bonne sœur. Mais en fixant ce nombre, j'ai enfin admis la vérité. Ce n'était pas de l'amour. C'était le biais des coûts irrécupérables. En économie, un coût irrécupérable est de l'argent qui a déjà été dépensé et ne peut être récupéré. Les acteurs rationnels devraient l'ignorer lors de la prise de décision future. Mais les humains ne fonctionnent pas ainsi. Nous jetons le bon argent après le mauvais parce qu'arrêter donne l'impression d'admettre la défaite. J'avais continué à payer la location, non pas parce que je pensais qu'il changerait, mais parce que les couper signifiait admettre que les 4 dernières années étaient un gaspillage total. Cela signifiait admettre que j'avais acheté un siège à une table où je n'allais jamais être servi. J'avais traité ma famille comme une start-up en faillite, injectant des capitaux et espérant un redressement qui ne venait pas. J'ai regardé la confirmation d'annulation du lieu sur mon écran. C'était ma première décision rationnelle depuis une décennie. J'avais fini d'essayer de sauver un investissement qui avait un rendement nul. Je ne perdais pas une famille aujourd'hui, je liquidais un mauvais actif. J'ai fermé le tableur. Le grand livre était équilibré. La dette était mauvaise. Et je clôturais enfin le compte. À 14h15, mon téléphone s'est allumé. C'était maman. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, mettant le haut-parleur pour pouvoir continuer à taper. Je m'attendais à des cris. Je m'attendais à de la rage. Mais ce que j'ai obtenu était bien plus révélateur. J'ai obtenu de l'agacement. Camille, a-t-elle claqué, sa voix tendue par le stress spécifique de quelqu'un essayant de sauver les apparences en public. Décroche. Nous avons une situation. Le coordinateur du lieu vient d'entrer ici en prétendant qu'il y a un problème de facturation avec le paiement final. Il dit que la carte a été refusée. Elle fit une pause, attendant que je m'excuse. Tu dois appeler la banque tout de suite et autoriser le débit. Nous commençons la répétition dans 20 minutes et c'est embarrassant. J'ai pris une gorgée lente de mon eau. Le niveau d'illusion était époustouflant. Elle ne pensait pas que je les avais coupés. Elle pensait que j'étais incompétente. Dans son monde, j'existais uniquement pour faciliter son style de vie. L'idée que je m'arrêterais volontairement lui était aussi étrangère que l'arrêt de la gravité. Ce n'était pas une erreur bancaire, maman, ai-je dit. Ma voix était calme, presque ennuyée. J'ai appelé Laurent moi-même. J'ai révoqué l'autorisation. Il y eut un silence à l'autre bout si profond que je pouvais entendre le bruit de fond du lieu, le cliquetis des verres, les rires, le bourdonnement de la climatisation coûteuse. Quoi, a-t-elle chuchoté? Je t'ai dit que je ne venais pas, ai-je dit. Et puisque je ne suis pas une invitée, je ne suis pas une marraine. Tu es la cliente maintenant, Valérie. Tu as jusqu'à 17h pour payer le solde, ou Laurent verrouille les portes. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle sifflé. Les parents de Maxime arrivent en avion. C'est un week-end à 55 000 €. Tu vas tout gâcher parce que tu es mesquine. Je ne suis pas mesquine, ai-je dit. Je suis financièrement responsable. Je limite mes pertes. J'ai raccroché. Je ne l'ai pas encore bloqué. J'avais besoin de voir le déroulement des événements. 2 minutes plus tard, une notification est apparue. Un message vocal de Chloé. J'ai mis mon casque et appuyé sur lecture. Sa voix était perçante, déformée par une mauvaise acoustique, probablement enregistrée dans une salle de bain pour se cacher de son fiancé. Tu es tellement jalouse, a-t-elle craché. Tu as toujours été jalouse. Juste parce que j'ai trouvé un homme qui veut vraiment prendre soin de moi, et toi tu vas mourir seule avec tes tableurs. Tu es laide, Camille, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu es juste une tache sur mon esthétique. Je l'ai rejoué. Jalouse. C'était leur mot préféré. Pendant des années, je l'avais laissé me blesser. Je l'avais laissé me faire sentir petite. Mais en l'écoutant maintenant, en disséquant le venin dans sa voix, j'ai enfin compris la dynamique. Ce n'était pas de la jalousie. C'était la malédiction de l'enfant compétent. Les psychologues parlent de « l'enfant de verre », le frère ou la sœur à travers qui l'on regarde parce que l'autre accapare toute l'énergie. Mais cela va plus loin que ça. Mes parents adoraient Chloé, non pas malgré son impuissance, mais à cause d'elle. Son besoin les rendait essentiels. Son chaos leur donnait un but. Moi, en revanche, je résolvais mes propres problèmes.
Je payais mes propres factures. Je construisais ma propre vie. Et ils me détestaient pour ça. Ma compétence ne les rendait pas fiers, elle les faisait se sentir obsolètes. Ma stabilité était un miroir qui leur renvoyait leur propre chaos. Chloé était l'animal de compagnie qu'ils pouvaient habiller et contrôler. J'étais la propriétaire à qui ils détestaient payer un loyer. J'ai enregistré le message vocal sur mon bureau. J'ai étiqueté le fichier « Preuve ». Ils pensaient me punir en m'excluant. Ils ne réalisaient pas qu'ils venaient de me donner les ciseaux pour couper le cordon. Je n'étais pas jalouse de Chloé, j'avais pitié d'elle. Elle se piégeait dans un mariage basé sur un mensonge, financé par une sœur qu'elle méprisait. Et le chèque allait être refusé. J'ai repris le téléphone. Cette fois, j'ai composé le numéro de l'oncle Pierre. Pierre était le mouton noir de la famille, un comptable qui vivait dans une maison modeste en banlieue et refusait de prêter de l'argent à mes parents. Il le traitait de radin. Je savais qu'il était juste le seul à savoir compter. Il a répondu à la première sonnerie. « Camille, tout va bien ?»« Non, ai-je dit. Je viens de débrancher le mariage. J'ai besoin que tu m'aides à auditer les comptes. » Il y a eu une pause, puis un gros soupir. Je me demandais quand ce jour arriverait. « Donne-moi l'accès. » Je lui ai envoyé les identifiants de connexion pour le trust familial, une entité légale que je gérais techniquement mais que j'avais permis à mes parents de superviser pendant des années. Nous avons passé l'heure suivante en appel vidéo, faisant défiler l'historique des transactions. C'était pire que je ne le pensais. Le trust était vide. Le fonds d'urgence que ma grand-mère avait laissé était parti, vidé par des retraits étiquetés, acompte lieu, couture nuptiale, et avance traiteur. Ils avaient dépensé chaque centime de l'héritage pour une fête que je payais 2 fois. Ils jouaient sur les 2 tableaux, a murmuré Pierre, sa voix tendue de dégoût. Ils utilisaient le trust pour payer les acomptes, et ensuite ils utilisaient tes virements mensuels pour le renflouer juste assez pour empêcher la banque de le signaler. C'est une chaîne de Ponzi, Camille, et tu es l'investisseur. J'ai senti un engourdissement froid se répandre dans ma poitrine. Ce n'était pas un choc. C'était une confirmation. Il ne m'avait pas juste utilisé, il l'avait systématisé. « Attends » a dit Pierre, plissant les yeux devant l'écran. « Qu'est-ce que c'est ?» Il a surligné un débit en attente sur le relevé de carte de crédit lié au trust. Il était daté d'hier. 22 000 € au Saint-Régis Maldives. Je me suis penché plus près de mon écran. Le numéro de carte indiqué n'était pas la carte de débit du trust. C'était ma carte American Express professionnelle. Celle que j'utilisais pour les réservations de clients. Celle que je gardais dans un coffre-fort dans mon bureau. Mon sang s'est glacé. C'est ma carte, ai-je chuchoté. Comment ont-ils ma carte? Puis je me suis souvenu. Il y a 3 mois, j'étais venu pour Pâques. J'avais laissé mon sac à main sur le comptoir pendant que j'aidais maman avec le dîner. Elle avait dû en prendre une photo. Elle avait réservé une lune de miel à 22 000 € pour Chloé en utilisant ma ligne de crédit professionnelle. Ce n'était pas juste profiter de la famille. C'était de la fraude électronique. C'était du vol d'identité. C'était un crime. Je n'ai pas appelé maman. Je n'ai pas appelé Chloé. J'ai pris mon téléphone portable et composé le numéro au dos de ma carte American Express. Service des fraudes d'American Express, a répondu une voix. Je dois signaler une activité non autorisée, ai-je dit. Un débit de 22 000 € a été effectué hier. Je ne l'ai pas autorisé. Veuillez geler la carte et initier une rétrofacturation. Certainement, madame. Nous allons signaler cela comme fraude immédiatement. Le vendeur sera notifié et la réservation annulée. Merci, ai-je dit. Et veuillez noter pour le dossier, l'individu qui a utilisé la carte n'a pas la permission d'utiliser mes comptes. S'il tente de vérifier, ne validez pas, j'ai raccroché. L'oncle Pierre me regardait sur l'appel vidéo, un air de respect sombre sur le visage. Tu sais ce qui se passe quand tu signales une fraude à cette échelle, a-t-il demandé. La banque appelle la police. Je sais, ai-je dit. Laisse-les faire. J'ai fermé l'ordinateur portable. L'audit judiciaire était terminé. Le verdict était coupable. Et la sentence était sur le point d'être exécutée. Il était 17h30 un vendredi soir l'heure dorée, le moment pour lequel les photographes tueraient. Je n'étais pas au vignoble.
J'étais dans mon appartement à regarder le coucher de soleil se refléter sur la ligne d'horizon de la ville, mais j'avais des yeux sur le terrain. Laurent, le propriétaire du lieu, avait promis de m'envoyer un message quand ce serait fait. Au domaine de l'Orangerie, le dîner de répétition battait son plein. Mes parents tenaient la cour, faisant teinter les flûtes de champagne, se prélassant dans la lueur d'un mariage qu'ils n'avaient pas payé. Maxime, le marié, portait probablement un toast, béatement inconscient que le sol sous lui était fait de sable mouvant. À 17h45, Laurent est entré dans la salle de banquet. Il n'est pas venu seul. Il avait 2 gardes de sécurité avec lui. Il s'est approché de la table d'honneur où mon père était assis. La musique s'est arrêtée. La salle est devenue silencieuse. Laurent n'a pas chuchoté. Il ne les a pas pris à part pour épargner leurs sentiments. Il l'a annoncé clairement, professionnellement, et assez fort pour que chaque invité entende. Monsieur et Madame Dubois, a-t-il dit. L'autorisation de paiement principale pour cet événement a été révoquée par le titulaire du contrat. De plus, le moyen de paiement secondaire enregistré la carte American Express finissant par 4021 a été refusé et signalé pour activité frauduleuse. J'ai imaginé la couleur se vider du visage de ma mère. La façon dont le sourire de Chloé vacillerait, puis se briserait. Nous avons essayé de traiter le solde de 63 450 € plusieurs fois au cours de la dernière heure, a continué Laurent. Chaque tentative a échoué. Selon les termes de notre contrat, si le solde n'est pas réglé intégralement 48 heures avant l'événement, la réservation est nulle. Il a regardé sa montre. Vous avez 30 minutes pour fournir une forme de paiement valide pour le montant total, ou vous devez quitter les lieux immédiatement. Si vous refusez, nous serons obligés d'impliquer les forces de l'ordre pour vol de service. Mon téléphone s'est allumé. Maman, puis papa, puis Chloé, puis maman encore. Ils appelaient dans une frénésie désespérée, terrifiés. Ils n'appelaient pas pour s'excuser. Ils appelaient parce que j'étais la seule personne au monde qui pouvait faire partir le méchant homme. J'ai laissé sonner. J'ai regardé l'écran briller et s'estomper. Briller et s'estomper. Finalement, au 7e appel, j'ai répondu. Camille. Maman a crié, sa voix se brisant d'hystérie. Ils nous mettent dehors. Ils disent que la carte est une fraude. Tu dois arranger ça. Dis-leur que c'est une erreur. Dis-leur que tu l'as autorisé. Je ne peux pas l'autoriser, maman, ai-je dit. Ma voix était de glace. J'ai déclaré la carte volée cet après-midi parce qu'elle l'était. Par toi. Tu. Quoi? Sa voix est tombée dans un murmure horrifié. Tu m'as signalé? Tu as utilisé ma carte d'entreprise pour réserver des vacances à 22 000 € sans ma permission, ai-je dit. C'est de la fraude électronique. La banque a gelé le compte. Et quant au lieu, j'ai parfaitement compris ton message. Tu ne voulais pas de ma négativité là-bas. Mon argent fait partie de moi, mère. Il vient de mon travail, de mon temps, de ma vie. Si je ne suis pas la bienvenue, mon argent ne l'est pas non plus. S'il te plaît, a-t-elle supplié, le mot déchiqueté et désespéré. Les parents de Maxime regardent. Tout le monde regarde. Paye juste. Nous te rembourserons. Je le jure. Avec quoi? Ai-je demandé. Le trust est vide. Je sais. J'ai vérifié. J'ai raccroché. Je n'ai pas attendu qu'elle crie à nouveau. Je n'avais pas besoin de l'entendre. Le silence qui a suivi était lourd, absolu et définitif. Au lieu de réception, je savais ce qui se passait. Les gardes s'avançaient. Les invités murmuraient, confus et embarrassés. L'illusion de la famille Dubois riche et parfaite se dissolvait en temps réel, ne laissant que la vérité l'aider en faillite en dessous. Et puis le deuxième coup est tombé. Pendant que le chaos se déroulait à l'intérieur, un coursier s'est arrêté au bord du trottoir à l'extérieur du lieu. Il est passé devant le valet confus, devant la mariée en pleurs, et est allé directement vers le marié. Livraison pour monsieur Maxime Lefebvre, a-t-il dit. Il a remis à Maxime une enveloppe épaisse et scellée. Ce n'était pas un cadeau. C'était le grand livre comptable. Je n'étais pas sur le parking du domaine de l'Orangerie, mais je connais Maxime Lefebvre. C'est un capital risqueur. Il ne prend pas de décisions basées sur l'émotion. Il les prend basées sur des données. Et je venais de lui envoyer l'ensemble de données le plus complet de sa vie. Le coursier,
un homme que j'avais payé le double pour assurer une remise en main propre, a regardé Maxime ouvrir l'épaisse enveloppe Kraft. À l'intérieur ne se trouvait pas un cadeau de mariage. C'était un audit judiciaire. Il contenait 4 ans de relevés bancaires, l'historique des transactions du fonds fiduciaire montrant les retraits non autorisés, et une copie de l'accord d'allocation de style de vie sous lequel mes parents avaient implicitement opéré. C'était le grand livre de l'ombre mis en lumière. Maxime n'a pas jeté les papiers. Il n'a pas crié. Il s'est appuyé contre sa Porsche vintage et a commencé à lire. Il lisait comme il lisait les dossiers de présentation, scannant pour la faiblesse, pour l'inflation, pour la fraude. Il a vu les virements mensuels de 4 600 € de ma part qui maintenaient les lumières allumées au domaine de mes parents. Il a vu la dette de carte de crédit masquée par mes renflouements. Il a vu la vérité. La dynastie Dubois était une société écran, et j'étais la seule avec du capital. Puis Chloé est sortie en courant. Je peux l'imaginer parfaitement. Le mascara coulant sur son visage, la robe à 2800 € que j'avais payée traînant sur l'asphalte. Elle aurait couru vers lui, non pas comme une partenaire, mais comme une demoiselle en détresse. Elle se serait attendue à ce qu'il sorte sa carte noire, marche à l'intérieur et fasse taire le directeur du lieu d'un geste de sa richesse. Maxime, a-t-elle probablement crié. Tu dois aider. Maman et papa sont humiliés. Paye-les juste. On arrangera ça plus tard. Mais Maxime n'a pas bougé. Il a tenu un seul document de la pile. C'était une copie du formulaire de divulgation financière de leur accord prénuptial. Tu as listé le trust familial comme un actif principal, a dit Maxime. Sa voix aurait été calme, d'un niveau terrifiant. Tu as prétendu une valeur liquide de 2 millions d'euros. Tu as prétendu que tes parents étaient des philanthropes autonomes. Ils le sont, aurait sangloté Chloé. C'est juste un malentendu. Camille joue avec les comptes? Non, a dit Maxime. Il a levé l'audit. Camille ne joue pas avec les comptes. Elle est le compte. Ce grand livre prouve que le trust est vide. Il prouve que tes parents sont insolvables. Il prouve que durant les 4 dernières années, tout ton style de vie, les vêtements, la voiture, l'équipe de relations publiques était financée par ta sœur. Il l'a regardé, et le regard n'était pas un chagrin d'amour. C'était le calcul froid d'un investisseur réalisant qu'on lui avait vendu une marchandise frauduleuse. C'est une fausse déclaration matérielle, a-t-il dit. Tu as menti sur les déclarations. Tu n'es pas une héritière, Chloé. Tu es une personne à charge. Et tes parents ne sont pas de la vieille fortune. Ils sont une mauvaise créance cherchant un nouveau co-signataire. Maxime, s'il te plaît, a-t-elle supplié, attrapant son bras. Je t'aime. Je n'investis pas dans la fraude, a-t-il dit. Il a reculé, ouvrant la portière de la voiture. Le mariage est annulé. Mes avocats prendront contact pour annuler le contrat de mariage basé sur la non-divulgation des passifs. Il est monté dans la voiture. Le moteur a rugi, un son de puissance brute et coûteuse. Il n'a pas regardé en arrière vers le lieu. Il n'a pas regardé en arrière vers mes parents, qui étaient maintenant escortés par la porte latérale par la sécurité. Il n'a pas regardé en arrière vers la mariée qu'il était censé épouser dans 12 heures. Il est parti. Chloé est restée seule sur le parking, portant une robe qu'elle ne pouvait pas se permettre, pleurant sur un mariage qui n'existait pas, attendant un renflouement qui n'arriverait jamais. Le devoir de diligence était terminé. L'affaire était morte. Il est 10 heures samedi matin. En ce moment, j'étais censé être debout dans une robe de demoiselle d'honneur en satin. Je détestais regarder ma sœur épouser un homme à qui elle mentait, payé par un lieu que je ne pouvais pas me permettre. Au lieu de cela, je suis assise sur mon balcon avec une tasse de café. La ville en dessous se réveille, et pour la première fois en 4 ans, mon téléphone est silencieux. Je les ai tous bloqués hier soir. Maman, papa, Chloé. Je n'ai pas laissé une porte ouverte. J'ai changé les serrures. J'ai ouvert mon application bancaire. Le solde me fixait. 63 450 €. Ce n'était pas juste un chiffre. C'était mon indemnité de départ. Le virement mensuel de 5 350 € avait disparu de l'onglet à venir. L'abonnement était annulé. Les gens parlent de la paix comme si c'était un sentiment sur lequel on tombe par hasard, comme trouver un billet de 20 € dans un vieux manteau. Mais j'ai réalisé ce matin que la paix n'est pas donnée. Elle est budgétisée.
C'est un article de luxe que vous achetez en refusant de payer pour la guerre. Je n'ai pas perdu une famille ce week-end. J'ai perdu un passif. J'ai arrêté de financer un récit qui nécessitait mon effacement pour fonctionner. Le prix de ma liberté était élevé. Cela m'a coûté une relation avec mes parents. Cela m'a coûté l'illusion d'être une bonne fille. Mais en regardant la ligne d'horizon, en respirant un air qui n'avait pas le goût de l'obligation, je savais que j'avais fait une bonne affaire. J'ai gardé mon argent. J'ai racheté ma vie. Et c'est le seul retour sur investissement qui compte. Si vous avez déjà dû auditer votre propre famille pour sauver votre santé mentale, partagez cette vidéo. Vous n'êtes pas fou, et vous n'êtes pas seul.